Alors qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être un vrai leader? Est-ce que c'est juste une question de titre sur une carte de visite, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond? Dans le monde du travail d'aujourd'hui, qui bouge à une vitesse folle, les vieilles définitions ne tiennent plus la route. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des fondamentaux du leadership moderne pour vraiment comprendre ce qui fait la différence. Cette citation de Sheryl Sandberg, elle résume tout en fait. Le leadership, ce n'est pas une course pour être au sommet tout seul. Non, c'est un engagement à faire grandir les autres. C'est exactement ça, le fil rouge qui va nous guider tout au long de cette analyse. Allez, on commence par une clarification qui est absolument essentielle. On confond souvent, et c'est une grosse erreur, le rôle de manager et celui de leader. Comprendre cette différence, c'est vraiment la toute première étape pour maîtriser l'art de diriger. Le leadership, ce n'est donc pas simplement de la supervision. C'est un art, pensez-y comme ça. Il y a le chef de chantier qui vérifie que chaque brique est bien posée, et il y a l'architecte qui a eu la vision de la cathédrale et qui a inspiré tout le monde à la construire. Voilà, c'est ça. Il s'agit de mobiliser les gens autour d'une vision pour atteindre un but qu'on partage tous. Et voilà la différence noir sur blanc. D'un côté, le management, qui s'assure que la machine tourne bien, on gère, on contrôle, on maintient la stabilité. De l'autre côté, le leadership, qui se demande où va la machine, qui inspire le changement et qui ose tout remettre en question pour aller plus loin. Les deux sont indispensables, mais ce ne sont absolument pas les mêmes métiers. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la pratique. On va ouvrir ce qu'on pourrait appeler le manuel du leader. On va décortiquer ensemble 4 styles fondamentaux. Pensez-y comme un chemin qui va nous mener du contrôle le plus total à l'autonomie la plus complète. On commence tout au début de ce chemin avec le style le plus affirmé, le plus centré sur le contrôle. C'est le style directif. Avec ce style, il n'y a pas de place pour l'interprétation. C'est vraiment l'archétype du commandant en chef. Les décisions viennent d'en haut, les instructions sont ultra claires et l'exécution doit être au millimètre. C'est une approche 100% descendante, axée sur le contrôle. Alors quand est-ce que ça peut bien servir ? Eh bien, dans une situation de crise, par exemple, quand chaque seconde compte, ou avec une équipe qui débute et qui a besoin d'un cadre très très strict. Mais attention, le gros point de vigilance, c'est que sur le long terme, ce style peut complètement étouffer l'initiative et transformer une équipe en un groupe de simples exécutants. Ok, mais que faire quand la simple exécution ne suffit plus? Quand on a besoin que les gens y croient, qu'ils soient engagés? C'est là que le leader persuasif entre en scène. Ce qui est super intéressant ici, c'est que le leader garde le contrôle de la décision finale, mais il prend le temps de vendre sa vision. L'objectif, ce n'est plus l'obéissance aveugle, c'est l'adhésion. C'est un style hyper puissant quand on doit mener des changements importants, parce que le pourquoi devient aussi crucial que le comment. En obtenant cette adhésion, on booste la motivation et on donne du sens. Le défi, c'est que ça demande du temps et une vraie finesse dans la communication pour ne pas que ça vire à la manipulation. Il faut convaincre, pas contraindre. On monte encore d'un cran vers plus de collaboration. Avec le style participatif, le leader n'est plus le seul à avoir des idées. L'équipe devient une vraie force de proposition. Là, le leader ouvre le jeu. Il consulte, il écoute, il intègre vraiment les idées du groupe. C'est un changement de posture énorme. On passe de celui qui sait à celui qui facilite l'intelligence collective. C'est le style parfait pour les projets complexes, où les meilleures idées peuvent venir de n'importe qui dans l'équipe. L'avantage est immense. On a des équipes beaucoup plus engagées et des décisions qui sont souvent bien meilleures. Le risque, bien sûr, c'est de ralentir les choses et de créer une grosse frustration si, à la fin, les avis sont demandés mais pas vraiment pris en compte. C'est un équilibre délicat à trouver. Et nous voilà au bout du chemin, au style qui incarne le plus haut niveau de confiance et d'autonomie, le style délégatif. Ici, le leader se met carrément en retrait. Il définit la destination, le quoi, mais il laisse l'équipe totalement maître du chemin pour y arriver, le comment. Ça ne peut fonctionner qu'avec des collaborateurs très expérimentés, autonomes et en qui on a une confiance absolue. C'est le style du mentor, plus du tout celui du superviseur. C'est le style qui favorise le plus l'innovation et la montée en compétences, c'est clair. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on risque de perdre le contrôle ou l'alignement si le cadre de départ n'est pas parfaitement clair. La confiance n'exclut pas la clarté, jamais. Quand on met ces 4 styles côte à côte comme ça, on voit une chose essentielle. Il y a une progression très nette, d'un contrôle maximal à une autonomie totale. Le vrai talent d'un leader, ce n'est pas de maîtriser un seul de ces styles, mais de savoir exactement lequel utiliser et à quel moment. Très bien, on a vu les styles, mais pour pouvoir les appliquer, un leader a besoin de compétences. On va donc passer maintenant des différentes approches aux qualités qu'il faut avoir pour que ces approches fonctionnent. Un leadership vraiment efficace, ça repose sur ces 3 piliers. C'est comme un trépied. La stratégie donne la direction, le relationnel crée l'envie de suivre et l'opérationnel assure que ça se fait.
Si une seule de ces 3 jambes est un peu fragile, tout l'édifice devient instable. Et bien sûr, il y a les pièges à éviter. Ces 4 comportements, ce sont de véritables poisons pour un leader. Le micromanagement qui infantilise, l'évitement des conflits qui laisse les problèmes pourrir, le favoritisme qui détruit toute cohésion, et les promesses en l'air qui anéantissent la confiance. À fuir comme la peste. On arrive à la dernière partie et c'est peut-être la plus importante. Comment on met tout ça en musique? La clé, ce n'est pas de choisir un style et de s'y accrocher, mais bien de savoir naviguer entre eux avec une grande agilité. Le point crucial, c'est le leadership situationnel. Ce modèle de Hersey et Blanchard, c'est une véritable boussole. Il montre qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais style. Le bon style, c'est simplement celui qui est adapté au niveau de compétence et d'engagement d'une personne pour une tâche bien précise. C'est cette agilité qui fait toute la différence. On termine avec cette pensée, qui est très puissante. Au final, le leadership, ça ne s'hérite pas avec un statut. Ça se gagne, chaque jour, par des actions concrètes et par l'exemple qu'on donne. La vraie question n'est donc pas quel est mon titre, mais plutôt quelle action est-ce que je vais poser aujourd'hui pour rendre les autres meilleurs.